Nous cherchons par ce moyen, j'achève là vraiment, à définir un espace politique nouveau. D'abord, un espace politique intellectuel. Nous, le parti de gauche, nous sommes très prétentieux. Nous voulons apporter notre contribution originale au front de gauche, qui est notre bien le plus précieux. Notre contribution originale, ce sont des idées, de l'énergie. Nous voulons être éclaireurs, pour qu'à son tour, notre front de gauche soit lui-même éclaireur dans la société. Nous voulons être déclencheurs, pour qu'à son tour, notre front de gauche soit déclencheur dans la société. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que rien de sérieux ne se construit qui soit d'abord, puisque nous avons, hélas pour nous, du temps pour le faire, soudés par des visions communes qui permettent à chacun d'entre nous d'être acteur et responsable de ce développement historique inouï qui nous attend. Appliquant pour la vie tout entière la règle qui avait été proposée pour la campagne présidentielle. La consigne est « n'attendez pas les consignes ». Pour que ça marche, il faut que chacun sache ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi l'espace de l'écosocialisme doit être développé comme culture de plus en plus hégémonique à l'intérieur de notre front de gauche. Je crois pouvoir dire, sans être démenti, que toutes les composantes du front de gauche sont au travail pour converger dans cette direction. Alors c'est vrai, partant de conditions parfois très éloignées. Mais ayons l'intelligence de ne pas jouer entre nous le petit jeu de la mise au pied du mur. C'est par la conviction collective, par les progrès collectifs que nous avons, par le débat, que nous allons pouvoir arriver à surmonter les différences idéologiques, si bien sûr, et comme c'est le cas chez nous, elles ne sont pas appuyées sur des divergences d'intérêts. Il n'y en a pas de divergence d'intérêts. Il n'y a donc que des approches différentes qu'il s'agit de faire converger. Cet espace politique nouveau, c'est celui de la majorité que nous voulons construire. Nous avons parfaitement compris que le front de gauche, à lui tout seul, ne constitue pas une majorité d'ici à 2017. Nous nous battons, vous le savez, en tout cas au parti de gauche, pour une majorité alternative. Ce n'est pas une combinaison politicienne à laquelle nous aspirons. C'est une combinaison politique qui est une assise assez large pour pouvoir affronter les tâches qu'il y a à affronter. Et d'abord, celle de mettre en mouvement la révolution citoyenne. Cette assise politique, évidemment, elle doit s'asseoir, c'est son mot, hein, c'est une répétition, elle doit couvrir le champ de l'accord fondateur qui est possible entre gens qui, premièrement, rejettent la logique des traités européens, parce que cette logique des traités européens est une logique hyper productiviste, la concurrence libre et non faussée, le libre-échange généralisé, c'est de l'hyper-productivisme, et deuxièmement, de la misère sociale par le biais de la contraction de tous les budgets. Vous savez qu'une nouvelle fois, nous avons été sournoisement trompés, puisque l'auteur du prétendu pacte de croissance, qui paraît-il modifie fondamentalement la nature d'un traité dont il veut bien reconnaître qu'il n'a changé ni une ligne, ni une virgule, ni un mot, contrairement à ce qu'il avait dit, nous a inventé un pacte de croissance à 120 milliards dont il se gargarise, qui, bien qu'il ne comporte que 60 milliards déjà existants dans le budget européen et que le reste sera trouvé par la voie de l'emprunt au tarif que vous connaissez et qui profite aux banques. On en était à 120 milliards et vous n'avez pas fait attention à une information, c'est la dernière réunion sur le budget européen. Vous n'y avez pas fait attention, vous avez retenu ce qu'on vous a dit. Hein, dans les médias libres et indépendants. Il y a une compétition, ils ne se sont pas mis d'accord. Chacun veut retirer le tapis de son côté. Vous avez compris, les gogoles? Hein, c'est une bataille, quoi. Hein, vous avez compris? Comme vous êtes bêtes, c'est pas la peine de vous en dire plus. Ils se battent, oh là 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 là, ils se battent. Et au passage, vous ne voyez pas l'essentiel. Ils veulent tous réduire le budget européen. Donc, dans une politique de récession, alors que tous les États sont en train de réduire leur budget, ils réduisent aussi l'intervention européenne, qui pour l'essentiel est sur des secteurs comme l'agriculture ou les fonds structurels, dans les régions qui ont le plus besoin de développement. Et dans ce cœur des réducteurs, vous avez naturellement le grand réducteur anglais qui raconte n'importe quoi. Il veut qu'on enlève 200 milliards. 200 milliards, c'est trop. 100 milliards, dit l'autre. Ah, il est plus sympa. Et comme ça, on oublie le dernier qui est arrivé avec sa petite valise. Il dit non, non, moi seulement 75 milliards. Moins 75 milliards, c'est la proposition de la France pour le budget européen. Quelqu'un qui se vante d'avoir rajouté 120 milliards, dont 60 existaient déjà, se propose de retirer 75 milliards. Si on ne compte pas trop mal, ça veut dire que c'est moins 15 milliards par rapport à avant le pacte de croissance.
Ça, c'est un pacte de croissance. Où c'est marqué, ça? Nulle part. Vous méritiez quand même d'en être informé. Et ainsi vont les choses. Que croyez-vous qu'il se passe? Pourquoi je fais ce détour? Parce que quelqu'un, tout à l'heure, dans son rêve, imaginait 2017. Et on me félicitait de mon résultat en 2017. Je n'ai pas bien compris si c'était un rêve ou un cauchemar, que ce qu'on m'annonçait. Mais ce que je sais, c'est que, bien sûr, comme républicains, comme démocrates, nous inscrivons dans un cycle politique. 2017 est dans le cycle. Mais personne ne vous dit que tout ça va tenir jusqu'à 2017, les amis. Il faudrait quand même atterrir dans le réel. Mais ce n'est pas qu'une affaire française, ce n'est pas que de savoir si on est tellement bête qu'on va rester comme ça et deux pieds dans le même sabot à subir jusqu'à 2017. C'est que la Grèce peut craquer, mes amis. Le choc viendra de l'extérieur. Nous avons 3 banques prises jusque-là dans la dette grecque. Les Espagnols peuvent craquer, les Portugais, parce que vous le savez tous, comme moi. La Grèce ne paiera pas. L'Espagne non plus. Personne ne paiera. À quand est-ce que ça va se produire? On ne sait pas. Et comment ça va se produire? On ne sait pas non plus. Mais eux, ils déploient des trésors d'imagination. Le dernier plan pour la Grèce, ils ont réussi à trouver. Passe-moi le sel, je te passe le poivre, etc. Moins 40 milliards. Vous voyez? Quand il faut, hein, quand ils ont bien la trouille, ils trouvent le moyen d'effacer des sommes. Eh bien, ils vont encore trouver. Parce que où ils trouvent, où ça tombera tout seul. Comme en Argentine, le système se bloque. C'est ça les révolutions citoyennes. Ce n'est pas l'exécution d'un programme idéologique. Les gens ne sortent pas dans la rue avec un document disant nous voulons appliquer ça. Ils disent mais comment ça se fait? Il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion. Pourquoi on ne peut plus se soigner? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'instit dans la salle pour mon gosse? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous n'êtes pas capable de le faire? On s'en occupe. Voilà. C'est comme ça dans tous les pays. Et à ce moment-là se pose la question de savoir qui va s'en occuper? Qui propose des idées? Parce que la révolution citoyenne n'est pas une garantie de succès. Vous pouvez avoir la contre-révolution. Et vous pouvez avoir dans des pays où les dictateurs sont acharnés pendant des années à assassiner tout ce qui était de gauche, à enfermer tout ce qui était syndicaliste, à tuer tout ce qui était communiste, et après de dire, tiens, il reste que des fanatiques religieux. Quelle surprise! Quelle surprise! Qui a laissé commettre ces assassinats? Et les mêmes qui trouvaient ça bien avant, maintenant viennent se plaindre et dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'il faudrait qu'on aille rétablir l'ordre, lequel? Ils sont bien incapables de le dire. Que ces exemples servent à chacun à réfléchir sur l'importance qu'il y a à avoir un outil comme le Front de gauche. Mes amis, je vous le dirai 1 million de fois, c'est une chance incroyable. Sur le vieux continent, les points d'appui d'une sortie par le haut sont très peu nombreux, très peu nombreux. Il n'y a plus rien en Italie. Au Portugal, il y a Bloco qui doit arriver à s'entendre avec le Parti communiste. Sinon, nous sommes perdus. En Espagne, il faut qu'Izquierda Unida trouve le moyen de s'élargir très puissamment pour qu'il y ait une alternative au PSOE et au PPE et aux fachos et aux nationalistes de toutes sortes. Et après quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Die Linke en Allemagne, Syriza en Grèce. Et quoi en Hongrie? Plus rien. En Tchéquie, rien. Et ainsi de suite. Les points d'appui sont très peu nombreux. C'est pourquoi il faut les cultiver avec amour, avec soin, en prenant toutes les précautions du monde pour que le petit foyer puisse s'étendre sans cesse, et non pas le rabougrir par des querelles incompréhensibles ou en cédant aux provocations médiatiques qui cherchent tous les jours à opposer les uns aux autres. Résister mentalement, conforter. Ah, c'est pas formidable. Bien sûr qu'on peut améliorer tout ce qu'on a fait. Que le Front de gauche pourrait être beau, jeune, intelligent, frisé pour ceux qui aiment les frisés, cheveliste. Bien sûr, il pourrait être tout ça, il pourrait être un rêve. Il n'est qu'une réalité humaine. Mais telle qu'elle est, c'est notre bien le plus précieux. Parce que je peux dire maintenant, à chaque moment qui passe, si vous n'y arrivez pas, nous sommes capables de le faire. Et nous avons la légitimité pour le faire. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on nous appelle opposition. C'est nous qui avons gagné. Personne ne doit faire perdre ça de vue. Sans nous, aucune victoire n'a été possible. C'est la raison pour laquelle nous avons l'autorité, la légitimité qui suffit à dire qu'une base existe sur la base de l'écosocialisme qui nous permet de regrouper avec les députés de la gauche du Parti socialiste qui ont voté contre le traité dans l'Assemblée. Bien sûr, ils ont voté la règle d'or et tout le reste parce qu'ils ont eu peur, mais au moins ils ont fait le premier geste avec les députés écologistes qui ont voté contre le traité, avec tous ceux qui se reconnaissent dans l'idée qu'une révolution citoyenne, à son rythme, peut transformer le pays. Elle existe dans l'Assemblée. Il y a un autre centre de gravité. Nous ne sommes pas obligés d'être condamnés à supporter que le changement
comme ça a été le cas dans l'Ancien Régime, après qu'on ait fait une révolution, être livré pieds et poings liés aux plus modérés, aux plus trouillards, aux plus effarouchés, aux plus soumis, à ceux qui sentent à plein nez l'Ancien Régime. Nous pouvons au contraire constituer une autre majorité avec les mêmes, dont le centre de gravité serait différent. Voilà ce que nous disons aussi tranquillement qu'on peut le dire. Quand vous voulez, demain matin s'il le faut, nous sommes capables de le faire, de gouverner autrement ce pays, d'avoir le courage d'assumer les conflits qu'il contient et non pas d'essayer continuellement de les éviter, notamment les conflits avec le capital, avec les Mittal et avec tous les autres. Monsieur Mittal n'est pas le bienvenu en France. Il ne l'a jamais été, parce que l'OPA qui lui a permis d'acheter Arcelor est une OPA hostile, contre laquelle nous n'avons rien pu faire, parce que le social-libéral ultra, Dominique Strauss-Kahn, avait vendu les dernières actions que possédait l'État dans cette entreprise, si bien que quand il y a eu une OPA hostile, il a été impossible de s'y opposer. Voilà la vraie histoire. Ce monsieur Mittal n'a aucun droit sur nous. Cette aciérie, cette sidérurgie, ce sont nos travailleurs qui l'ont fait vivre. L'État a mis 60 milliards de recapitalisation pour faire vivre la sidérurgie en Europe. Et on devait faire, paraît-il, l'Airbus européen. Et tout ça se finit en cette pantalonnade médiocre où l'on voit un gouvernement s'amuser d'un de ses membres, l'agiter comme un chiffon rouge pour faire un petit peu peur, pour que, dans une attitude incroyable de changement d'opinion, après avoir dit qu'il fallait tout fermer parce qu'il n'y avait pas de marché, le même revient et dit qu'il va mettre les fours, en quelque sorte, en attente. Alors donc, pourquoi, si ce n'était pas vrai, c'est vrai aujourd'hui, pourquoi ce n'était pas vrai hier? Et pourquoi ceux qui ont parlé de nationalisation se contentent d'un accord? Et qu'est-ce que c'est que cette situation où un gouvernement se transforme en syndicat? Parce que c'est au syndicat d'aller négocier avec le patron, c'est au syndicat de contrôler un accord avec un patron, c'est pas au gouvernement, c'est pas sa tâche. Alors il faut immédiatement que le syndicat revienne à la table. Et s'il doit y avoir un contrôle de l'accord passé avec M. Mittal, c'est la classe ouvrière et les travailleurs de Florange qui doivent pouvoir le contrôler. Nous, on reste sur notre position de nationalisation. Mais si on ne fait pas de nationalisation, ça veut dire qu'on ne leur laisse pas le droit de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et surtout, sous emballage écologiste. Excusez du peu, le procédé Ulcos. L'écosocialisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la justification des turpitudes d'accords bâclés avec des patrons voyous. Non, c'est un changement profond de l'organisation de la société et des rapports sociaux. Cette majorité, nous pouvons la constituer. Elle est à notre disposition. Et de toute façon, nous avons un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est politique. Non seulement celui des élections municipales, parce que chaque fois qu'on vote, c'est important. Oh, je ne vous dis pas que les élections municipales, ça ruisselle de clarté. L'élément local joue un grand rôle. C'est comme ça. Mais nous avons derrière l'élection européenne. Et c'est le chef de l'État lui-même qui a dit que c'était un rendez-vous. Par conséquent, nous ne sommes pas dans des espaces de temps incommensurables. Nous ne sommes pas en train de discuter de savoir ce qu'on fera en 2017. Nous sommes en train de discuter de ce qu'on fait maintenant pour empêcher la catastrophe sociale, la catastrophe écologique et la catastrophe politique représentée par un gouvernement issu d'un vote, d'une volonté de changement et qui ne change rien. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Et ce défi, ces principaux éléments vont être mis sur la table et arbitrés par le suffrage universel, non pas dans 100 ans, mais dans les 2 ans qui viennent. Voilà, mes chers amis, pourquoi il y a une si grande importance à consacrer l'énergie qu'on peut chaque jour pour faire progresser l'idée qui permet de rassembler et de se donner une vision du futur qui ne soit pas simplement un rafistolage de l'existant. Parce que le temps des rafistolages est fini. Que maintenant, c'est un défi qui est posé à la civilisation. Et la civilisation, qui c'est nous qui sommes presque à l'heure.